Bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 9h30 et sur CNews jusqu'à 10h30. 2 ou 3 choses que j'ai comprises ce week-end. Emmanuel Macron et ses amis vont nous vendre plus d'Europe. Et oui, si l'Europe était fédérale, nous serions plus forts. Et comme hasard ou coïncidence, Emmanuel Macron quittera l'Élysée dans 2 ans et qu'il imagine diriger cette Europe un jour, il sera le premier acteur de ce fédéralisme. Au fond, Emmanuel Macron trouve dans cette crise internationale une possibilité d'avancer ses pions pour accélérer le calendrier. Deuxième chose que j'ai comprise, Madame, Messieurs, vous allez vous serrer la ceinture. On n'a pas un sou, mais vous allez passer à la caisse. Objectif réarmement. Ça prendra des années, peut-être des décennies, qu'importe. Quand ça va mal dans un pays, les dirigeants imaginent un danger immédiat. Quand ce n'est pas le Covid, c'est la guerre, la vraie, celle qui tue. Sur les champs de bataille, l'union sacrée déclarée, les contestations oubliées. Arrêtez de m'ennuyer avec vos problèmes de sécurité ou d'immigration. La guerre est à nos portes. Un peu de dignité, s'il vous plaît. Troisième chose que j'ai comprise, la Russie a gagné la guerre contre l'Ukraine. Et nous, Européens, nous l'avons perdu avec l'Ukraine. J'admets que ce que je dis là n'est pas agréable à entendre. Mais le déni qui existe sur ce sujet parmi les chefs d'État européens, déni relayé par un espace médiatique qui ne veut pas entendre cette réalité, oblige à rappeler cette évidence. Conclusion provisoire, est-ce que Donald Trump peut renouer le dialogue avec Volodymyr Zelensky ou est-ce qu'il exigera un autre interlocuteur, au hasard Emmanuel Macron? Pourquoi pas? Thomas Bonnet et puis Georges et Gérald Olivier qui vous intervenez, que vous connaissez, qui intervient régulièrement sur notre chaîne. Vous êtes franco-américain, spécialiste des États-Unis. Vous avez peut-être lu une interview également ce matin dans le Figaro d'Emmanuel Macron. C'est vrai que ce qui est agaçant, c'est de voir la ficelle. Ils veulent nous vendre l'Europe. Voilà. Ils sont responsables de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est terrible, hein. Franchement, les gouvernants... Alors, les gens ont voté, hein. Les gens ont voté, ils ont voté pour Maastricht. Ils avaient juste à écouter Philippe Seguin. Bon. Ils veulent nous vendre plus d'Europe. Ils veulent une Europe fédérale. C'est l'objectif d'Emmanuel Macron. Et tout est bon. Une fois c'est le Covid, là c'est la guerre. Tout est bon pour nous vendre ça. Tout est bon pour vendre ça. Moi, je trouve que c'est insupportable. Parce que les Français n'en veulent pas. Ce fédéralisme est insupportable. Vous avez raison sur le fédéralisme, Pascal, mais par contre, pardon, sur le réarmement, sur le fédéralisme, je vous suis tout à fait, parce qu'en plus, c'est vraiment pas le fédéralisme qui va assurer notre sécurité. Et c'est pas Madame van der Leyen, ça je suis d'accord. En revanche, quand vous dites oui, on veut nous obliger à nous réarmer, alors que vraiment il y a tellement... Mais ils se réarmeront pas, c'est impossible, c'est un prétexte. Mais attendez, excusez-moi, je peux aller... Pardonnez-moi d'aller... C'est impossible. De la même manière que les États-Unis ne sont pas devenus pardonnez-moi d'aller au bout d'une phrase. Est-ce que vous trouvez normal, d'accord, que nous dépendions pour notre sécurité d'autres pays? Est-ce qu'un pays souverain ne doit pas être en état d'assurer sa défense? C'est ce que disait Philippe Seguin, et vous avez parfaitement raison. Donc, je ne dis pas que c'est l'Europe qui doit le faire, mais en revanche, l'effort... C'est ce que dit Emmanuel Macron. Non, mais il faut arrêter de pleurnicher sur la retraite. L'effort que nous devons faire pour assurer notre sécurité, quelqu'un a cité Thucydide sur Europe 1. Soit on se repose, soit on est libre. Gérald Olivier, qui est là et qui nous écoute. Comment? Je dis que vous êtes là et que vous nous écoutez. Oui. Non, mais malheureusement, le discours sur une défense européenne, ça fait des années qu'on l'entend. Moi, je suis né en France, je suis de naturaliste américain aujourd'hui, mais je suis né en France, c'est pas un discours nouveau. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Vous dites que c'est un prétexte, c'est un alibi. Il y a une analyse qui a un petit peu osé, mais en fait, quand on pense à l'OTAN a protégé les Européens contre l'Union soviétique du temps de la guerre froide, tout le monde est d'accord, sous parapluie américain. Depuis la fin de la guerre froide, je pense que l'OTAN protège les Européens contre eux-mêmes. Parce que le jour où on veut construire une défense européenne, on se retrouve avec des jalousies, des rivalités entre Allemands, entre Français, entre Polonais. On n'a pas les mêmes priorités, on n'a pas les mêmes objectifs, et ça se voit, et c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Et que les Européens auront toujours du mal à y arriver. Moi, là, je suis d'accord avec vous sur un point qui, à mon avis, est central. Je pense que la très grande erreur, presque criminelle, qu'a commise l'Europe, c'est de croire qu'elle était dans une vassalisation envers les États-Unis et que c'était formidable. Les États-Unis, bien avant Donald Trump, cette vassalisation, elle nous a emmenés à faire des vraies bêtises, plus que des bêtises. La guerre en Irak,
quand les États-Unis voulaient entraîner leurs alliés européens dans des guerres qui étaient absurdes. Heureusement, la France ne l'a pas fait. Et à l'inverse, sous Barack Obama, quand les Américains ont commencé ce repli qui n'a pas commencé avec Donald Trump, consistant à dire bon, les Européens, vous nous fatiguez, l'avenir du monde, c'est l'Asie. Et donc là, je crois que il s'agit pas de faire une Europe fédérale. Il s'agit de dire l'Europe doit redevenir maîtresse de sa sécurité et ne pas dépendre d'autre chose. Ça va peut-être pas marcher. Et j'aimerais juste dire une chose. Quand on est patriote et quand on est fier d'être français, dans cette situation, si l'Europe arrive à se reconstruire dans son indépendance, ça se fera sous l'égide de la France. Ce sera une Europe française. Ce sera une Europe sous influence française. Vous avez vu la photo de famille qu'il y a eu. Emmanuel Macron était au premier rang. Raphaël Dauen a écrit une belle tribune dans le Figaro, l'historien, en disant qu'on revivait un moment consulaire où la France pouvait, pour la première fois depuis plus de 2 siècles, redevenir le premier pays de la construction européenne. Écoutez, l'unanimisme anti-Trump de tous les médias français depuis vendredi qui n'ont pas écouté le début de l'intervention de Zelensky face à Trump est juste sidérante. Et de la même manière il faut revoir comment et pourquoi Vladimir Poutine, ce qui ne l'excuse évidemment pas, a fait ce qu'il a fait en Ukraine. C'est-à-dire qu'avant, il y avait possibilité avec des dirigeants européens qui auraient été à la hauteur, pourquoi pas de négocier avec lui et d'empêcher cela, et notamment sur l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, et vous le savez bien, vous le savez bien. Et je répète, parce que je le cite très souvent, que celui qui, sur ce sujet, m'a paru le plus intéressant et le plus précis et le plus convaincant, c'était Nicolas Sarkozy. Moi, là où j'aurais un désaccord... Je suis désolé de le dire. J'ai vu aussi les... pas désolé d'ailleurs de le dire, pourquoi je serais désolé de le dire? Alors moi, je suis désolé d'avoir un petit désaccord. J'ai vu les 50 minutes, comme vous. Oui. Je pense que c'est en effet très important de voir en entier la séquence et de comprendre comment ça s'est passé pour en arriver à ce clash. Mais sur les négociations, quand Zelensky a été élu président de l'Ukraine, Nathan Dever, sa première décision politique, et d'ailleurs il l'avait dit quand il a fait campagne, et c'est une des raisons de son élection contre Poroshenko, il y avait 2 raisons. Il y avait la lutte contre la corruption, et il y avait une deuxième chose, c'est que Zelensky a été élu, son premier mouvement, ça a été d'aller négocier avec Poutine. C'est la première chose qu'il a faite. Il a envoyé des négociateurs et il a essayé d'être dans une démarche de dialogue. Et c'est pas de sa faute si la chose n'a pas marché. Alors voyons le sujet d'Adrien Spiteri qui nous rapporte ce qui s'est passé ce week-end. Et ne soyons pas dupes des agendas personnels de certains, notamment d'Emmanuel Macron, qui ne rêve que d'une chose, parce que dans 2 ans il n'est plus là, de diriger l'Europe. Donc ça pèse. Peut-être. Donc disons-le. Voyons le sujet. Une photographie, symbole d'unité. Autour de Volodymyr Zelensky, une quinzaine de dirigeants européens dont Emmanuel Macron se sont retrouvés à Londres ce dimanche. Obtenir un bon résultat pour l'Ukraine n'est pas seulement une question de bien ou de mal. C'est vital pour la sécurité de chaque nation ici et de bien d'autres aussi. Rassurer Kiev était l'un des enjeux majeurs après l'échange explosif entre le président ukrainien et le président américain à la Maison-Blanche. Ce qui est important, c'est que tout le monde ici a clairement réaffirmé sa volonté de soutenir l'Ukraine. C'est le pays attaqué, la victime de l'agression russe. C'est la vérité qui est encore très claire pour tout le monde. Quelques heures plus tôt, le Royaume-Uni avait d'ailleurs débloqué un prêt de 2,74 milliards d'euros pour soutenir l'Ukraine. Autre sujet abordé, la défense de l'Europe face au risque de retrait du parapluie militaire américain. Nous devons de toute urgence réarmer l'Europe. Et pour cela, je présenterai un plan complet comment réarmer l'Europe le 6 mars lors de notre Conseil européen des chefs d'État. Avant cette rencontre, le président français avait ouvert la voie à une dissuasion nucléaire commune. Mais qui est cette dame? Elle parle au nom de qui, Madame von der Leyen? De vous. Elle parle au nom de qui? Malheureusement, elle est déléguée des pouvoirs. Faible. Comment? Malheureusement, je le déplore autant que vous pour cela, mais malheureusement, les chefs d'État et de gouvernement européens, les pays européens, ont délégué à l'Union européenne par la Commission un certain nombre de pouvoirs. Justement, la souveraineté en matière de défense. La souveraineté, elle n'a pas de compétence. Mais elle parle au nom de qui? Monsieur Gérald Olivier. La question est formidable. Mais elle est simple, ma question. Il y a 50 ans, Kissinger disait, avec ironie, l'Europe, c'est quel numéro de téléphone? On n'a pas changé, hein. On n'a pas bougé. Mais en fait, on pose les questions les plus simples parce que, je le répète tous les matins, nous avons 2 problèmes, la souveraineté du peuple, la liberté du politique. Je n'entends pas, moi, modeste petit français, que Madame
von der Leyen décide à ma place. Elle n'est pas légitime. D'accord. Je ne veux pas l'entendre, en fait. Mais vous avez raison, mais J'ai le droit. Je ne veux pas l'entendre donc sur ces sujets-là. Traité, alors. Donc, je ne veux pas l'entendre. Elle n'a pas à dire si l'Europe doit être réformée. Ça s'appelle la souveraineté des peuples. D'accord, donc on dénonce les traités. Oui. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais oui, si on est... Pascal, oui, et c'est ça qu'arrive en 2027, c'est le grand reset. Les Français, qu'on leur donne la possibilité. S'ils veulent l'Europe fédéraliste, très bien. Très bien, c'est eux qui décideront. S'ils le veulent, il n'y a pas de souci. Mais par ailleurs, est-ce qu'on a le droit de critiquer? Parce que tout à l'heure, vous dites, en gros, l'espace médiatique est anti-Trump. Vous avez raison. Mais c'est effrayant. Mais d'accord, mais moi, je n'ai pas ce que j'entends. J'ai entendu ce matin dans des radios qu'il fallait boycotter les Pascal, les produits américains. Les produits américains. On va boycotter les films d'Hollywood aussi. Mais on est tombé sur la tête. Finir la phrase que j'avais commencée il y a 2 minutes. Je vous en prie. Je vous dis que, pardon, moi, quand vous me dites, parce que l'espace médiatique est anti-Trump, et bêtement, et je suis d'accord avec vous, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit, qu'on doit, je veux dire, applaudir à tout ce que fait Trump parce qu'on est contre l'espace médiatique. Moi, je trouve pas que dans cette séquence, d'ailleurs, il est en train de baisser dans les sondages aux États-Unis, Trump soit absolument un allié extraordinaire. Qui a dit ça? Moi, je vous dis pas ça. Ah bon, je vous ai pas dit ça. Je pense que tout le monde devient fou, mais je vous ai pas dit ça. Mais Trump, c'est aussi une réaction. C'est-à-dire qu'à force de ne pas écouter les peuples, t'as Trump. Oui. C'est ça que je veux vous dire. Trump, c'est une conséquence. Je suis d'accord. C'est le message que J.D. Vance est venu. Évidemment, c'est une conséquence, Trump. Vous écoutez pas les gens, donc évidemment, vous radicalisez. Vous écoutez pas sur la ZFE, vous les écoutez pas sur la voiture électrique, vous les écoutez sur rien. Ils se radicalisent. Ils se disent, ils nous prennent. Pas moi. Mais les peuples, ils se disent, mais vous nous prenez pour des imbéciles. Donc ils sortent Trump. Mais on peut quand même critiquer. Mais comment? Vous croyez quoi, que je préférais pas Reagan ou quelqu'un d'autre? Bien sûr. Fait ça, Reagan. L'autre constat qu'on peut faire, c'est en voyant les images du sommet à Londres, c'est la faiblesse politique des différents intervenants. Vous avez Olaf Scholz qui va partir, Justin Trudeau qui va partir, Emmanuel Macron qui va partir, et en fait, il y a quand même la tentation pour eux, j'ai l'impression, d'utiliser la situation internationale à des fins de politique intérieure. L'interview d'Emmanuel Macron dans Le Figaro, où il cible très explicitement Jordan Bardella et Marine Le Pen, c'est l'illustration qu'il est en train de se servir de la situation en Ukraine pour des considérations intérieures. Mais Emmanuel Macron, c'est très simple. Hein. Le Covid, c'est la guerre. Le Rassemblement national, c'est le fascisme. L'Ukraine, c'est la guerre à nos portes, etc. C'est toujours la même chose. Si les Français sont dupes, très bien. À chaque fois, il te fait le même coup. On agite la menace. On agite la peur. Et tout le monde, et tout le monde est au panier. Tout le monde se couche. Très bien. Oui, Pascal, mais c'est un peu ce que disait Elisabeth. C'est pas parce qu'il y a des peurs qui ont pu être agitées sur le Covid. Ça, je suis d'accord. Le Covid, c'était la guerre, on nous disait. On avait tort. Mais la guerre, c'est la guerre. Vérité de la palisse. Et là, une guerre à nos portes, c'est une guerre à nos portes. Donc, faut l'arrêter. Mais il faut remettre les choses dans le contexte. Il se trouve que l'Ukraine a perdu la guerre. Oui ou non? Oui, il se trouve qu'il y a l'Europe, avec depuis 20 ans, qui teste toutes les limites de l'Occident. Gérald Olivier. Sur la Tchétchénie, sur la Syrie, sur l'Ukraine. Et demain, il les testera peut-être sur d'autres limites. Probablement. Gérald Olivier. Il y a quelque chose qui a changé et que, à mon avis, Zelensky n'a pas compris. Ce qui explique en partie le clash. Et Elisabeth, vous évoquiez, on veut pas des alliés comme ça, Trump s'est mal comporté. Mais vis-à-vis de l'Ukraine aujourd'hui, Trump n'est plus un allié. En tout cas, c'est pas un allié inconditionnel. Il faut bien comprendre qu'il s'est passé quelque chose. C'est l'administration Biden qui soutenait l'Ukraine pour affaiblir la Russie et qui était très contente d'entretenir une guerre qui affaiblissait son adversaire. C'est ce qu'avait dit le secrétaire à la défense de l'époque, monsieur Lloyd Austin. Maintenant, Biden n'est plus à la Maison-Blanche. C'est Trump. Et Trump a fait campagne sur la paix. Et en tant que faiseur de paix, il veut se mettre au milieu. C'est pour ça qu'il a fait des ouvertures envers Poutine. Et c'est pour ça qu'il n'écoute plus béatement tout ce que lui dit Zelensky. D'où le clash. Et Zelensky ne semble pas avoir enregistré ce changement. Il est fondamental. Trump ne fait jamais que ce qu'il avait annoncé, effectivement, pendant toute sa campagne. On n'a pas l'habitude. Il n'y a pas de surprise à avoir. Maintenant que l'Europe veut se réarmer, il faut effectivement avoir un système de défense européen. Mais moi, ce que j'aimerais en tant que citoyen français, c'est que notre président nous dise, mais quel est le but de guerre et de ce réarmement ? Vous voulez quoi? Récupérer le Donbass? Vous voulez récupérer la Crimée? C'est ça le vrai sujet.
Qu'est-ce que l'on veut faire? Mais c'est un prétexte, Georges. Enfin, vous avez bien compris que c'est de la poudre aux yeux. Enfin, c'est de la poudre aux yeux. C'est une volonté d'utiliser ce qui s'est passé pour son agenda personnel de fédéralisme dont les Français ne veulent pas. Mais là, on joue avec le feu. Non, mais ça fait 8 ans que vous avez un président qui joue avec le feu sur ces sujets-là. Enfin, je veux dire, le bilan d'Emmanuel Macron. Allez, on va être gentil. Il est pas bon. Pascal, c'est pas il est pas bon économiquement. Il est pas bon sur la sécurité. Il est bon de nulle part. Mais donc on doit pas se réarmer. Mais vous venez de dire c'est un prétexte. Moi, je suis navré. La sécurité de la France, on doit l'assurer. Ça veut dire. Mais nous l'avons, l'arme nucléaire. Non. Enfin, Georges, vous lisez les articles sur l'état de notre armée. Vous croyez que la Russie va arriver à nos frontières? Je ne dis pas. C'est ce qu'il nous dit, Macron. Attendez, Monsieur Macron nous dit qu'il y a un risque qui arrive chez nous, après la Moldavie. Je peux vous répondre sur ce que je crois. D'accord, je ne fais pas spécialement confiance à Poutine, non pas pour venir à Paris, mais pour effectivement, je pense que Poutine veut beaucoup de Biélorussie autour de lui. Donc, effectivement, et par ailleurs, il me semble qu'un pays souverain, d'accord, doit être capable à long terme, quelles que soient les menaces, d'assurer sa sécurité. Aujourd'hui, nous ne le sommes pas, tous les militaires vous le disent. Donc, est-ce que ça, c'est... Madame von der Leyen, écoutons Madame von der Leyen. Une toute petite remarque. Je vous en prie, Nathan Devers. Du fédéralisme. Il s'agit de remarquer qu'aujourd'hui en Europe, notamment dans le couple franco-allemand, nos amis les Allemands ont fait des erreurs. On va pas être vulgaire, mais ils ont fait des erreurs, mais catastrophiques avec vis-à-vis de Vladimir Poutine, notamment sur la dépendance énergétique, qui nous ont mis vraiment dans des problèmes. Là aujourd'hui, la France a l'arme nucléaire, a une énergie qui est globalement indépendante. Elle peut devenir le pays qui va devenir en quelque sorte le protecteur de l'Europe, ou le pays principal de l'Europe, ou le pays le plus influent d'Europe, le leader de l'Europe. Quand on est français et quand on croit en une Europe qui a ces idéaux-là, je crois que c'est une belle nouvelle. Écoutons, vous allez pouvoir retourner à l'Élysée très bientôt. Non, pas du tout. Je critique souvent. Je pense que vous y allez. Mais c'est pour ça que c'est le pluralisme des idées. Mais non, on va parler. Je sais que l'Élysée aime vous recevoir et je comprends effectivement qu'ils aiment vous recevoir. On parlera de l'Algérie tout à l'heure. Mais pas du tout, parce que j'aime beaucoup Nathan, bien sûr, vous le savez. Mais c'est vrai que vous êtes exactement dans ce discours qui est tenu par Emmanuel Macron, voilà, et dans cette ligne-là, de dire c'est très bien l'Europe et ça. Je dis qu'une chose, vous comprenez pas ce que je dis. Les Français ne sont pas consultés, c'est tout. Mais ça, je suis d'accord avec vous. C'est le seul truc que je dis. C'est important quand même. Si vous me permettez, c'est quand même important. Ouais. Donc, je voudrais qu'on écoute Madame von der Leyen. Il faut que les dépenses de défense augmentent. Et pour cela, il nous faut un plan général au niveau de l'Union européenne, au niveau des États membres et dans les domaines communs comme la protection aérienne. Il faut une approche européenne. Les États membres doivent disposer de davantage d'espace budgétaire pour le faire. Il nous faut maintenant un sursaut. Il va de notre intérêt géostratégique. Il nous faut nous préparer au pire et il nous faut donc renforcer nos moyens militaires. Vous voyez, tout ce discours, il nous faut nous préparer au pire, etc. C'est insupportable. En fait, personne n'imagine que Poutine soit à Paris. Personne n'imagine. Et de brandir la menace de Poutine à Paris pour faire passer des choses comme ça, je trouve ça d'un cynisme. Ouais, c'est ça. Je trouve ça d'un cynisme. Si les gens sont dupes de ça, en fait, et on joue sur le... C'est juste un scandale, en fait, ce que dit Madame von der Leyen. C'est juste un scandale. Tu veux faire passer des choses... tu peux reprendre mot à mot. Bon, moi, j'en ai assez. Et je m'étonne que l'espace médiatique ne souligne pas ça. C'est tout. Tout le monde, effectivement, tous les... Alors, écoutons Vincent Trémollet-de-Villers, parce qu'il n'est pas sur cette ligne-là. Souvent, j'ai dit que c'est un des meilleurs éditorialistes de France. Il est au Figaro. Et il est également sur Europe 1. Donc, ce matin, il a fait, comme toujours, un édito formidable. Et je vous propose d'en écouter une partie. Nous sommes, il me semble, frappés par deux chocs. Celui de la surprise de voir nos alliances historiques plus que menacées, et puis le choc de la vérité qui nous fait prendre la mesure de notre faiblesse diplomatique et de notre faiblesse tout court. À ces deux chocs s'ajoute une confusion qui vient d'un renversement total des perspectives. Les défenseurs en Europe de la nation ukrainienne sont ceux qui ont sacrifié depuis longtemps l'idée nationale, tandis que les souverainistes qui se sont construits contre l'hégémonie américaine regardent favorablement la politique de Donald Trump. Le président
américain lui-même embrouille encore plus les choses puisqu'il attaque l'Union européenne comme un adversaire des États-Unis, alors que les contempteurs de cette même Union européenne expliquent depuis 30 ans qu'elle est un sous-traitant américain. Donc, les atlantistes se dressent contre Washington et les anti-américains applaudissent la Maison-Blanche. Si vous ajoutez à tout cela la classe moyenne de l'éditocratie qui court comme un canard sans tête et pense qu'il suffit de tweeter son indignation pour se transformer en Winston Churchill, reconnaissez Dimitri qu'il y a de quoi être un peu déboussolé. Mais c'est bien à l'échelle européenne que nous pouvons répondre au retour des empires, Vincent. Mais la souveraineté, Dimitri, c'est son principe, ne se divise pas, ne se partage pas. La souveraineté européenne, c'est un oxymore. De Gaulle, en janvier 1963, avait tout vu, j'ouvre les guillemets. Si elle n'est pas l'Europe des peuples, si elle est confiée à quelques organismes technocratiques, l'Europe sera une histoire limitée et sans avenir, et ce sont les Américains qui en profiteront pour imposer leur hégémonie. C'est exactement ce qui s'est passé. Et si nous ne nous débarrassons pas des organismes technocratiques, nous allons renforcer l'hégémonie américaine en croyant la combattre. Nous allons dépenser des dizaines de milliards pour acheter des armes américaines en proclamant que nous n'avons plus besoin de l'Amérique. Le destin d'un pays dépend d'abord de lui-même. S'il le fait dépendre des autres, il est condamné à la vassalité. C'est ce que disait Philippe Séguin dans son célèbre discours sur le traité de Maastricht. Écoutez Dimitri, c'est prophétique. Il ne faut pas rêver, disait Séguin. Demain, sans défense, sans diplomatie, la France n'aurait pas plus de marge de manœuvre que n'en a aujourd'hui l'Ukraine. C'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, qu'on est pour le réarmement, qu'on est pour le... Et les gens veulent, et la plupart des gens vous disent aujourd'hui, mais non, on veut dépenser de l'argent pour nos retraites. Excusez-moi, je suis désolé. Bah écoutez, vous savez ce qu'on va faire ? On va prendre 30% de votre salaire pour se réarmer. Comme ça, on va commencer par vous, hein, puisque vous avez l'air de vouloir y tenir. Donc votre salaire... Donc non, mais alors là, sérieusement, c'est une discussion importante. Ah oui, bien sûr que c'est important. Donc vous on va prendre 30%. C'est pas bien, qu'il vaut mieux faire du social, et que c'est comme ça qu'on va être un grand pays. Je vous répète, on va commencer par vous. Le repos ou la liberté. On va commencer par vous, on va prendre 30% de votre salaire brut pour se réarmer. Mais vous devriez être gaulien. Enfin, jamais le général de Gaulle n'aurait accepté que nous disions « Ah ben non, on ne peut pas se défendre parce que ça va nous coûter trop cher ». Vous avez entendu le carillon.